Saviez-vous qu'il y a un pays que l'Indonésie a tenté d'effacer sans y parvenir? Tout le monde l'oublie généralement, et leur situation est assez étrange car il n'existe que sur la moitié d'une île à côté de l'Indonésie. On oublie souvent d'inclure Timor-Leste quand on pense à l'Asie du Sud-Est. Je pense qu'il y a 3 éléments à cela. La taille, c'est très petit. Avec seulement environ 15 000 km², c'est le 154e plus petit pays du monde. Bien que l'île entière soit la 44e plus grande île, la moitié est gouvernée par l'Indonésie. Comme je l'ai dit, ensuite il y a l'emplacement, puisqu'il se trouve dans une zone de transition entre l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Et bien qu'il soit souvent rattaché à l'Asie, en raison de liens politiques et historiques, sa proximité avec l'Australie et la Mélanésie fait qu'il est aussi géographiquement ou culturellement associé à l'Océanie. C'est un peu coincé dans un étrange entre-deux entre eux, et donc souvent oublié. Et puis, parce que c'était une colonie portugaise jusqu'à très tard dans l'histoire, sa propre identité et culture n'ont commencé à être connues du monde que bien plus tard que la plupart des autres. Mais Timor est en fait un endroit assez intéressant avec une histoire fascinante. Alors apprenons un peu sur son histoire et aussi sur sa géographie. Tout d'abord, que signifie le nom du pays? Parce que son nom officiel est Timor-Leste en portugais, ce qui signifie Timor oriental. Il porte le nom de l'île sur laquelle il se trouve, appelée elle-même Timor. Le pays est situé sur la partie est de l'île, sauf une petite enclave que nous aborderons bientôt. Ce qui est intéressant, c'est que Timor lui-même vient du mot Timur, qui signifie est en malais, donc on obtient un nom de lieu tautologique, qui veut dire est-est. Petite anecdote. En Tetum, la langue locale utilisée avec le portugais, le pays s'appelle Timor-Lorosa, et Lorosa signifie aussi Est, mais c'est souvent littéralement traduit par là où le soleil se lève, faisant de Timor un parallèle avec le Japon, appelé le pays du soleil levant. Maintenant, qu'en est-il de sa géographie? On sait déjà où il se trouve, mais qu'en est-il de ses détails? Timur est la plus grande des petites îles de la Sonde dans l'archipel malais. Le pays partage l'île avec l'Indonésie. Une particularité inhabituelle est Okus, qui est une enclave timoraise séparée du reste du pays par le territoire indonésien. En plus du continent, Timor-Leste comprend également l'île d'Atauro au nord et la petite île de Jako à l'extrémité est. Leurs frontières maritimes touchent l'Indonésie et l'Australie. Son littoral s'étend sur environ 700 km et il possède une zone économique exclusive relativement grande par rapport à sa superficie terrestre. Le pays est principalement dominé par des chaînes de montagnes volcaniques anciennes et inactives qui traversent l'île. Près de la moitié du territoire a des pentes abruptes, rendant l'agriculture et l'aménagement difficiles. Le point culminant est le Tatamailao, également connu sous le nom de Mont Amlo, qui s'élève à près de 3000 mètres. La côte sud, moins montagneuse, possède quelques plaines côtières. La plupart des rivières sont saisonnières et rétrécissent beaucoup en saison sèche. La capitale, Dili, est située sur la côte nord, tandis que Bokao, la deuxième plus grande ville, se trouve plus à l'est. Leur climat est plutôt tropical, mais les températures restent assez stables tout au long de l'année. Il y a une saison des pluies bien marquée, généralement de décembre à mai, et une saison sèche pour le reste de l'année. Les écosystèmes côtiers du pays sont particulièrement riches. Les eaux font partie du triangle de corail, qui est l'une des régions marines les plus riches en biodiversité au monde, avec de vastes récifs coralliens. Maintenant que nous savons pourquoi il porte ce nom, où il se trouve et quelques détails sur sa géographie, passons à l'histoire. À mon avis, l'histoire du Timor devrait être divisée en 4 époques. D'abord la période autochtone ou précoloniale, puis la domination portugaise, l'occupation indonésienne, et enfin l'indépendance moderne. Parce que chacune d'elles nous aide à mieux comprendre le contexte moderne du pays. La présence humaine au Timor remonte à au moins 42 000 ans. Les découvertes archéologiques montrent que des gens vivaient sur l'île très tôt. Les premiers colons connus sont probablement arrivés dans le cadre des migrations australo-mélanésiennes, apportant avec eux les ancêtres des langues papoues actuelles, venant probablement de ce qui est aujourd'hui Taïwan. Plus tard, d'autres groupes sont arrivés, partageant souvent une origine, mais ayant transité ailleurs. Les Austronésiens sont venus par la mer, apportant de nouvelles langues et pratiques agricoles, et se sont peu à peu mêlés aux premiers habitants. Les récits d'origine de Timurides décrivant souvent des colons naviguant autour de l'île et débarquant au sud, parfois venus de lieux comme la péninsule Malaï ou Sumatra. Comme dans la plupart des endroits,
L'agriculture s'est progressivement développée et est devenue centrale dans la vie de l'île. Et avant l'arrivée des Européens, Timor n'était pas un État unifié. Au lieu de cela, elle était composée de nombreux petits royaumes et communautés, chacun centré autour d'une maison sacrée, gouvernée selon la loi coutumière, et avec le pouvoir politique partagé entre un liurai, un dirigeant doté d'une autorité pratique, et un rainaïn, une autorité spirituelle, liés à ces traditions. Ces royaumes formaient des alliances changeantes, mais beaucoup ont duré des siècles, créant ainsi une sorte d'union de facto, dans certaines régions. Dès le XIIIe siècle, ils étaient connus pour l'extraction et la production de bois de santal, qui était très prisé à travers l'Asie pour la fabrication de parfums et la sculpture. Des commerçants du sud-est de l'Asie, de Chine et d'Inde visitaient l'île pour l'acheter. Les exportations de bois de santal reliaient Timor aux grands réseaux commerciaux avant l'arrivée des Européens. Mais elle était considérée comme l'une des nombreuses îles de la région, cruciale pour le commerce des épices, tout comme les Maluku, Java ou Sumatra, voire Bornéo elle-même. C'est justement pour le commerce des épices que les Portugais l'ont dominé. C'était au début du XVIe siècle, et le Portugal naviguait autour du monde, découvrant des routes maritimes vers l'Inde, la Chine, le Japon, et découvrant aussi des îles et des terres, jusque-là inconnues des Européens. La production de bois de santal les a d'abord attirés au Timor à la fin des années 1500, mais leur présence est longtemps restée limitée au commerce. Ce n'est qu'au XVIIe et XVIIIe siècle qu'ils ont essayé d'établir un contrôle plus fort, surtout après avoir été chassés des îles voisines par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui voulait un monopole sur le commerce des épices. En 1769, les Portugais ont décidé qu'ils voulaient un point d'ancrage permanent là-bas. Alors ils ont fondé Dili, qui est devenue la capitale de ce qu'on appelait le Timor portugais. Pourtant, leur contrôle sur l'intérieur de l'île est resté faible durant des années. Une frontière officielle entre le Timor occidental contrôlé par les Hollandais et le Timor oriental portugais n'a été finalisée qu'en 1814. Cette frontière est ensuite devenue la limite internationale entre l'Indonésie et le Timor-Leste, et explique pourquoi le pays ne gouverne pas toute l'île. Il s'agissait d'une division coloniale antérieure. L'enclave située à l'ouest de l'île peut également s'expliquer par cela. Tout cela est consigné dans un traité du XIXe siècle, où le Portugal accepte le contrôle néerlandais sur la partie ouest de l'île, mais exige, avec l'accord des Néerlandais, de conserver l'enclave de Wicus, car il s'agissait de leur point de débarquement historique et de l'ancienne capitale de Lifo, fondée par un groupe de frères de l'ordre dominicain. C'est une raison surtout symbolique, car en réalité ils sont d'abord arrivés à Solor, ces petites îles voisines, mais Lifo fut leur premier débarquement sur l'île de Timor elle-même. Pendant des siècles, la colonie a été négligée par le Portugal, qui a peu investi dans les infrastructures, l'éducation ou le développement. L'économie dépendait fortement des exportations de bois de santal, puis du café, et la majorité de la population est restée pauvre. Les Portugais possédaient aussi Malacca, Macao, Goa et d'autres villes indiennes, mais leur éloignement limitait fortement le soutien. La plupart du bois de santal était transféré à Macao pour y être transformé, puis exporté directement depuis Macao. Ainsi, la majorité des bénéfices restaient là-bas, et ne revenaient jamais jusqu'à Timor. Mais les Portugais ont commencé lentement à développer la colonie. Ils ont introduit le catholicisme, et aujourd'hui, le Timor est l'un des pays les plus catholiques du monde. 97% de la population le pratique. C'est un cas assez unique en Asie. Fait fascinant. Lors de leur indépendance du Portugal, seuls 30% de la population était catholique. C'est après être devenu indépendant que la religion a explosé, probablement comme une forme d'affirmation et de différenciation par rapport à l'Indonésie musulmane voisine, qui a tenté de les annexer. Nous allons en apprendre plus à ce sujet dans quelques minutes. La langue portugaise a également été introduite, ainsi qu'un système d'écriture latin dans les nouvelles écoles, et plus tard, la citoyenneté portugaise était disponible, mais seulement pour les hommes qui savaient lire et écrire, parlèrent le portugais et suivaient le catholicisme. Durant la Seconde Guerre mondiale, malgré la neutralité du Portugal, le Timor fut un champ de bataille. Les forces alliées l'ont occupé en 1941 pour tenter d'empêcher une prise de contrôle japonaise, mais les Japonais sont venus quand même en 1942. Et l'intérieur montagneux a été le théâtre de combats de guérilla impliquant des Timorais locaux et des troupes alliées. Des dizaines de milliers de personnes sont mortes à cause de la violence, de la faim et des maladies. Après la défaite du Japon en 1945, la domination portugaise est revenue. Dans les années 50 et 60, le Portugal a commencé à investir un peu plus dans la région avec l'éducation et le développement, mais les progrès sont restés très limités. Après la révolution de 1974 au Portugal, qui a mis fin à sa dictature et a commencé le processus de décolonisation, les changements politiques ont été rapides, des partis se sont créés et les tensions ont monté.
En 1975, une brève guerre civile a éclaté entre groupes locaux. Un parti, le Fretilin, a déclaré l'indépendance en 1975, mais quelques jours plus tard, l'Indonésie a envahi. Et cela nous amène à la troisième ère de son histoire, l'invasion et l'occupation indonésienne. L'Indonésie, qui était également désormais indépendante des Néerlandais, ayant pris avec elle le Timor occidental lors de son indépendance, était déterminée à prendre le contrôle de l'est de l'île. C'était principalement pour deux raisons. Premièrement, il considérait son existence comme une anomalie et voulait prendre le contrôle total de l'île. Deuxièmement, et surtout, il craignait l'émergence d'un État indépendant de gauche près de leurs frontières, ce qui pourrait les déstabiliser intérieurement et potentiellement inspirer d'autres îles à rechercher leur propre indépendance. Ils ont donc envahi le 7 décembre 1975. L'année suivante, ils ont déclaré le Timor oriental comme leur 27e province. L'annexion n'a pas été reconnue par l'ONU, et la résistance timoraise a débuté aussitôt. Fretilin a d'abord combattu en armée régulière, puis est passé à la guérilla, après avoir perdu du terrain. L'occupation a été marquée par la violence indonésienne, les déplacements forcés, la faim et les maladies. Les estimations du nombre de morts pendant cette période varient, mais au moins 100 000 personnes sont mortes, peut-être jusqu'à 200 000. Une perte massive pour une population aussi petite. L'Indonésie a construit quelques infrastructures, écoles et services de santé, principalement pour la façade et les colons indonésiens envoyés sur place. La répression contre les Timorais et les Portugais était très sévère. Le pire moment a eu lieu en 1991, quand les troupes indonésiennes ont tiré sur des manifestants pacifiques lors du massacre de Santa Cruz. L'événement, filmé et diffusé internationalement, a attiré l'attention mondiale. Et alors, un moment très beau s'est produit. Qu'était-ce ? L'ancien colonisateur, le Portugal, s'est précipité à la défense du Timor, principalement sur la scène internationale, attirant l'attention sur ce qui se passait. Ils ont joué un rôle crucial pour maintenir la question vivante. Ils ont soutenu l'indépendance du Timor. Ainsi, percevant l'Indonésie comme un nouveau colonisateur, ils ont refusé de reconnaître son annexion. Les gouvernements portugais, de gauche comme de droite, ont plusieurs fois soulevé la question à l'ONU et auprès des institutions européennes. Ils ont engagé des actions en justice et fait pression sur l'Indonésie, contestant aussi les accords qui attribuaient les ressources du Timor oriental à ce pays. La communauté européenne a exercé une pression politique, maintenu l'isolement diplomatique et lancé un boycott des exportations et produits indonésiens. Sans l'insistance du Portugal à se considérer, selon le droit international, comme la puissance dirigeante du Timor oriental et à offrir à ce dernier le droit à l'indépendance, la situation aurait pu cesser de préoccuper le monde, mais grâce à la diplomatie et surtout à la résistance des Timorais, les efforts ont payé. Pendant ce temps, José Amzuarta, chef de la résistance, a été exilé et a inlassablement plaidé pour la liberté des Timorais auprès de l'ONU et de nombreux gouvernements. En 1996 en fait, lui et l'évêque Carlos Philippe Ximenes Belu ont conjointement reçu le prix Nobel de la paix pour avoir prôné une résistance pacifique de ce peuple opprimé. En Indonésie, la situation a également commencé à évoluer, surtout en 1998 lorsque le président Suharto a démissionné après plus de 3 décennies au pouvoir. Son successeur a dû faire face à une crise interne et à un examen international croissant, y compris des pressions du Portugal. L'Australie avait aussi rejoint la cause, tout comme l'ONU. L'Indonésie a accepté d'autoriser un référendum sur l'avenir du Timor oriental et, sous la supervision de l'ONU, le peuple du Timor oriental a voté. Près de 80% ont choisi l'indépendance plutôt que l'autonomie au sein de l'Indonésie. Le problème ne s'est pas résolu immédiatement. Des milices pro-intégration, soutenues par des éléments de l'armée indonésienne, ont lancé une nouvelle campagne de violence. Des villes ont été incendiées, les infrastructures détruites, et des centaines de personnes ont de nouveau été déplacées. Face à une forte pression internationale et à un isolement diplomatique croissant, l'Indonésie a accepté de permettre l'intervention d'une force internationale de maintien de la paix. Celle-ci était dirigée par l'Australie. Ils sont arrivés en 1999 et ont commencé à rétablir l'ordre. Plus tard cette année-là, l'Indonésie a officiellement révoqué l'annexion, et l'ONU a pris en charge l'administration du territoire pour une période de transition. Le Timor est enfin devenu indépendant, en entrant dans le nouveau millénaire, et après cette brève période d'administration par l'ONU, ils sont finalement devenus officiellement leur propre pays. En 2002, une nouvelle constitution est entrée en vigueur, des institutions démocratiques ont été créées, et le pays a rejoint l'ONU. Xanana Gusmão, l'un des principaux leaders de la résistance, est devenu le premier président.
Le résultat de tout ce processus a également créé un lien incroyablement fort entre le Timor et l'ancien colonisateur, le Portugal, ainsi qu'avec l'Australie et le Portugal. Le portugais a été choisi comme langue co-officielle. Le Timor a rejoint la CPLP, la communauté des pays de langue portugaise. Le Portugal a soutenu le développement du Timor en envoyant des policiers pour former la sécurité locale et des experts juridiques pour structurer leurs institutions judiciaires. La garde nationale portugaise intervient encore au Timor quand les forces locales demandent son aide. Des enseignants portugais ont également passé des périodes au Timor pour reconstruire le système scolaire, et une aide humanitaire a été envoyée chaque fois que le Timor a été confronté à des catastrophes naturelles. Par exemple, ce n'est pas à sens unique. Le Timor aide aussi le Portugal lorsque nécessaire, comme en 2026 lors de violentes tempêtes et inondations. Avec l'Australie, la situation est similaire, mais avec moins de proximité culturelle et historique. L'Australie continue de garantir la sécurité extérieure et l'indépendance du Timor. Il les aide à extraire pétrole et gaz en mer de Timor, ce que certains Timorais jugent parfois problématique. Ils sont l'un des principaux partenaires économiques du Timor, et la majeure partie des revenus de l'État timorais provient de ce pétrole et gaz. La connexion avec l'Australie est donc essentielle. Et étonnamment, leur relation avec l'Indonésie est plutôt normale. Aujourd'hui, quelques années seulement après le conflit, ils ont même créé une commission conjointe de vérité et d'amitié en 2005. Ils sont désormais l'un de leurs principaux partenaires commerciaux. La majorité de leurs biens essentiels provient d'Indonésie, et la circulation aux frontières est assez libre. Et ainsi, le Timor-Leste reste indépendant, équilibrant son propre héritage natif avec son statut quasi portugais, avec le soutien de l'Australie, et une nouvelle relation positive avec leur gigantesque voisin, l'Indonésie, avec qui ils partagent leur île. Ils sont si petits que la plupart des gens oublient qu'ils existent, mais leur histoire est fascinante, tout comme leur peuple. Et, tu savais, si tu deviens membre de la chaîne, ou si tu soutiens la chaîne sur Patreon, tu reçois des vidéos exclusives chaque mois. 2 sont déjà disponibles si tu veux les voir. Pour soutenir la chaîne, rejoins-nous à l'un des endroits.